Donc, je crois que ce qui est prévu, c'est qu'on voit d'abord la visio de Heidi Sevestre et ensuite je poserai la question de ce que sont les glaciers, de ce qu'ils représentent et de ce qui se passe avec eux par les temps qui courent. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue de formation et aujourd'hui je travaille pour le Conseil de l'Arctique et pour un de leurs groupes de travail qui s'appelle AMAP, le Arctic Monitoring and Assessment Program. Donc aujourd'hui, très brièvement, faire un état des lieux des pôles, c'est important pour comprendre pourquoi les pôles nous impactent jusque dans nos belles montagnes des Alpes, à commencer déjà par les calottes polaires. Donc on a 2 calottes polaires sur Terre. Au nord, nous avons le Groenland, qui est la plus grande île au monde, couverte en grande partie de glace. Et au sud, autour du pôle sud, nous avons l'Antarctique, qui elle aussi contient énormément de glace. L'Antarctique fait à peu près 25 fois la taille de la France. Aujourd'hui, ces 2 calottes polaires, on les étudie de façon très précise, parce qu'on se rend compte que plus ces calottes polaires perdent de la glace, plus c'est l'élévation du niveau des océans qui va se produire. Aujourd'hui, autant le Groenland que l'Antarctique réagissent au changement climatique, un petit peu plus vite au Groenland qu'en Antarctique. Le Groenland perd, c'est vraiment des centaines de milliards de tonnes de glace dans l'océan chaque année. Et ce chiffre, la tendance nous montre que ce chiffre est vraiment en train de s'accélérer. Donc le Groenland, quand on regarde les glaces sur Terre, c'est vraiment la partie de la cryosphère qui contribue le plus à l'élévation du niveau des mers. L'Antarctique aussi est en train de se réveiller très vite. L'Antarctique se réchauffe 2 fois plus vite à peu près que le reste de la planète. L'Antarctique perd, c'est à peu près 150 milliards de tonnes de glace par an dans les océans. Et tout ça, ça crée non seulement l'élévation du niveau des mers, et cette élévation du niveau des mers va nous toucher jusqu'à chez nous en France. C'est par exemple Arles, Le Havre, Bordeaux, La Rochelle, le nord de la France, qui risquent de se retrouver les pieds dans l'eau assez rapidement si ces calottes polaires continuent à perdre autant de glace. Les perspectives en termes d'élévation du niveau des mers, c'est qu'on pourrait avoir à peu près entre 40 cm et 70 cm d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle. Ça, ce sont les projections très conservatives des rapports du GIEC. On se rend compte que ces projections sont très conservatives, donc on peut avoir beaucoup plus que ça. On peut dépasser les 1 mètre d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle. Et donc, c'est d'abord les personnes au bord de la mer qui vont subir ça. Mais en fait, même à Combloux, finalement, même à Salanches, à Prat, on va se confronter à l'élévation du niveau des mers parce que ce sont des personnes qui vont devoir être déplacées, ce sont des activités agricoles qui vont devoir être déplacées, des ports, donc des endroits d'échange de marchandises qui vont subir cette élévation du niveau des mers. Le fait que le Groenland et l'Antarctique perdent autant de glace, ça perturbe aussi énormément nos courants océaniques. Pour que ces courants fonctionnent bien, il faut qu'il y ait des écarts de salinité, des écarts de température très très précis dans nos océans. Et le fait d'avoir des calottes polaires qui balancent des quantités d'eau douce, vous le savez très bien que la glace des glaciers, la glace des calottes polaires, c'est de l'eau douce, et bien ça risque vraiment de ralentir la circulation océanique. C'est déjà quelque chose que l'on mesure aujourd'hui, autant autour de l'Antarctique qu'au niveau de l'Arctique au nord. Et donc chez nous, en France, c'est quelque chose à surveiller de très près parce que ça pourrait vraiment bouleverser notre climat. C'est vrai qu'on parle souvent du Gulf Stream. Voilà, s'il y a un changement à ce niveau-là, l'Europe du Nord risque vraiment de subir un refroidissement et aussi un assèchement des conditions par chez nous. Donc, c'est très clair que la stabilité de notre climat est directement liée à ce qui se passe au niveau de ces calottes polaires. On peut ensuite parler peut-être du permafrost. C'est un sujet qu'on connaît très bien dans nos montagnes, vu qu'on a du pergélisol, du permafrost de haute montagne chez nous. Alors, chez nous, lorsque ce permafrost dégèle, les conséquences que l'on a, alors je laisserai des spécialistes en parler beaucoup mieux que moi, comme Delphine Jean-Baptiste ou encore Antoine Ravanel, c'est souvent des écroulements, des éboulements. Ça, on a tous et toutes été déjà confrontés par ça. Je me souviens de mon temps faire un stage sur le couloir du goûter avec la Fondation Petzl. Voilà, on sait tous très bien à quoi ça ressemble. Mais en fait, quand on remonte un peu plus vers le nord, quand on parle du permafrost, c'est ce sol qui est gelé sur plus de 2 années consécutives. Et il faut savoir que c'est à peu près 23% des terres de l'hémisphère nord qui sont faites de permafrost. Donc, c'est vraiment des surfaces gigantesques. Et là, ce n'est pas tant des montagnes qui s'effondrent, c'est du sol qui dégèle. Donc, c'est de la matière organique, en fait, qui se met à dégeler.
Ce permafrost, il peut être épais sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment des quantités gigantesques. Et ce qui se passe, l'image que je donne souvent, c'est un peu comme lorsqu'on sort une pizza congelée, on la sort du congélateur et on la pose sur la table de la cuisine, on la laisse pendant des semaines, voire des mois. Ce qui va se passer, c'est que très vite, on va voir que ça moisit, qu'il y a des microbes, des bactéries qui vont se mettre à bouffer en fait la mozza, le pepperoni, la pâte, le fromage. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les microbes se réveillent et mangent la matière organique du permafrost, donc là, c'est pas de la mozza ou des tomates, c'est des mammouths, c'est des plantes, et ben les microbes vont se mettre à émettre des gaz à effet de serre. Et donc, le permafrost aujourd'hui émet des gaz à effet de serre. Plus il dégèle, plus il va émettre du CO2, plus il va émettre du méthane, suivant les conditions, s'il y a beaucoup d'oxygène disponible ou pas. Et donc, on parle littéralement du pays du permafrost aujourd'hui, parce qu'il émet autant qu'un pays industrialisé, qu'un pays développé. Le permafrost, aujourd'hui, il est estimé qu'il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Ce qui est important à comprendre, c'est que si on arrête, nous, d'augmenter les températures dès aujourd'hui, le permafrost, il continue à émettre des gaz à effet de serre pendant au moins 100 à 150 ans. Donc ça, c'est vraiment majeur. Ça veut dire que nous, il faut qu'on ajuste nos budgets carbone par rapport à ce permafrost. Si on continue à augmenter les températures sur Terre, si on dépasse les 1,6 degrés d'augmentation de température, le permafrost va émettre autant de gaz à effet de serre que l'Inde. Si on dépasse les 2 degrés, le permafrost va émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne des 27. Si on dépasse les 3 degrés, je peux continuer, si on dépasse les 3 degrés, il va émettre autant de gaz à effet de serre que les États-Unis, 4 degrés, autant qu'un pays comme la Chine. Donc l'objectif, c'est de ne pas franchir ces seuils de température et de tout faire pour que le permafrost émette le moins de gaz à effet de serre possible. Mais ce qui est très important à comprendre par rapport au permafrost, c'est qu'on ne peut pas aller le voir et lui dire l'année prochaine, tu baisses tes émissions de gaz à effet de serre de 5 à 6%. Une fois que le permafrost est lancé, c'est à nous de réajuster nos stratégies par rapport à ces émissions. Donc ça veut dire qu'on va vraiment désespérément avoir besoin de nos puits de carbone, de nos zones humides, de nos forêts, de nos océans, voire, et ça c'est un sujet très débattu, et je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, voire de technologies qui vont nous permettre de choper ces émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de les enfouir quelque part, parce qu'on se rend compte que nos puits de carbone naturels, qui sont de loin la meilleure solution, risquent eux-mêmes d'arriver à leurs limites. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est justement par rapport à cette notion de point de bascule des écosystèmes. On est en train de se rendre compte que pour la cryosphère, donc pour les calottes polaires que j'ai évoquées, pour le permafrost, pour la banquise, on se rend de plus en plus compte qu'il y a des seuils de température, si on les franchit, on va assister à un effondrement irréversible de ces écosystèmes. Donc, ce que je veux dire par là, pour reprendre nos calottes polaires, le Groenland par exemple, on se rend compte que le Groenland, suivant les toutes dernières études qui viennent de sortir, son point de bascule, son point de non-retour, on a l'impression qu'il est entre 1,5 voire 2 degrés d'augmentation de température globale. Les dernières études penchent plutôt vers 2 degrés d'augmentation de température globale. Aujourd'hui, sur Terre, on a augmenté le thermostat, vous en avez déjà certainement parlé, autour de 1,2 degrés d'augmentation de température. On est en train de courir pour pulvériser les 2,4 à 2,7 d'augmentation de température d'ici la fin du siècle. Mais attention, on se rend compte que si on franchit les 2 degrés, le Groenland va commencer à s'effondrer de façon irréversible. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura vraiment bien franchi les 2 degrés, pas juste quelques jours ou quelques semaines, une fois qu'on aura confirmé franchir les 2 degrés, le Groenland va commencer à s'effondrer et le Groenland contient assez de glace, comme je l'ai raconté, pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres. Ça ne veut pas du tout dire que du jour au lendemain, une fois qu'on aura franchi les 2 degrés, on va se taper 6 à 7 mètres, mais ça veut dire que le phénomène commencera à s'enclencher de façon irréversible. Donc, c'est-à-dire que dans une cinquantaine d'années, dans une centaine d'années, si d'un coup de baguette magique, on enlève tout le CO2, tout le méthane de l'atmosphère, ce n'est pas très bon non plus pour nous, le Groenland continuera à s'effondrer. Donc, l'objectif, c'est de tout faire pour ne pas franchir, en fait, ces points de bascule. Et aujourd'hui, et insistons là-dessus, le changement, il se fera de façon locale ou il ne se fera pas. J'évoque une phrase que j'ai entendue dans la vallée d'Évian, pays d'abondance, par Madame Nadine, qui a cette phrase qui est très vraie.
la lutte contre le changement climatique commence ici, chez nous, et elle a tout à fait raison. Donc, c'est vraiment à nous aujourd'hui de bien comprendre quel est notre rôle dans nos montagnes pour faire en sorte que ces écosystèmes très lointains qui nous influencent sur notre quotidien ne franchissent pas leur point de bascule. Un autre point que je souhaitais soulever aussi avec vous aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau de la banquise. La banquise, donc c'est cette croûte de glace qui est présente de façon permanente, surtout au nord, dans l'Arctique, et de façon plus saisonnière au sud, au niveau de l'Antarctique. Cette banquise, elle est assez géniale. Elle a un super pouvoir parce que c'est une croûte blanche posée sur un océan qui est très sombre. Donc, le fait d'avoir cette banquise, c'est en quelque sorte un miroir naturel qui nous permet de renvoyer les rayons du soleil en grande partie en direction de l'espace. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'albédo. L'albédo, c'est le ratio entre l'énergie du soleil que l'on reçoit et l'énergie du soleil qui est renvoyée par des surfaces sur Terre. Et donc, cette banquise, elle a un albédo très haut. C'est comme nous, hein, quand on regarde la neige en plein hiver et qu'il y a du soleil, ça nous brûle les yeux. C'est pareil au niveau de la banquise, au niveau des régions polaires. Donc, cette banquise, super pouvoir incroyable, elle nous permet de se débarrasser d'une grande partie de la chaleur que l'on reçoit du soleil. Donc, tant qu'elle est là, cette banquise, elle nous permet finalement de garder ces régions polaires froides, ce qui est super. Et c'est un peu le t-shirt de nos régions, le t-shirt blanc de nos régions polaires. Le souci aujourd'hui, c'est cette banquise, notamment au niveau de l'Arctique, mais encore plus, on se rend compte au niveau de l'Antarctique, qu'elle subit très fortement l'élévation des températures de l'océan, mais aussi des températures de l'air. Donc cette banquise, au niveau de l'Arctique notamment, on a perdu à peu près 45% de la superficie de banquise en 40 ans. C'est l'équivalent d'une surface comme un pays comme l'Inde, par exemple. Donc en 40 ans, imaginez qu'on a perdu la surface d'un pays comme l'Inde au niveau de l'Arctique. C'est vraiment cataclysmique. Et donc, à la place de la banquise, qu'est-ce qu'on a ? À la place de la banquise, on a un océan qui, lui, est très foncé, qui est très efficace pour absorber le rayonnement solaire. Les toutes dernières études scientifiques par rapport à la banquise de l'Arctique sont assez terribles et nous montreraient, alors c'est une étude que je vais citer parmi beaucoup d'autres, qui nous montrerait que malheureusement, on risque d'avoir déjà peut-être franchi le point de bascule pour la banquise d'été en Arctique. Pendant l'été, c'est là où on atteint un minimum de superficie de banquise. Donc, c'est un moment vraiment critique, un moment très, très sensible pour la banquise de l'été. Et on risquerait d'atteindre des étés sans banquise, surtout le mois de septembre sans banquise, dès le début des années 2030. Vous vous rendez compte, dès le début des années 2030. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous ? Ça, c'est important à le citer. Moins de banquise, ça perturbe énormément non seulement la circulation océanique, mais aussi les courants d'air. On se rend compte que le Polar Jet Stream, qui sont des vents en fait très puissants entre chez nous et l'Arctique, sont perturbés. Moins de banquise, chez nous, ça veut dire plus d'événements météorologiques extrêmes. Et on en a déjà subi plein, que ce soit des précipitations très très intenses, ça vient d'arriver chez nous, ou au contraire des périodes de sécheresse, de canicule très très intenses. Donc ça, c'est vraiment capital de le comprendre. Il y a d'autres personnes qui se réjouissent aussi du fait que cette banquise soit en train de disparaître et ça risque d'ouvrir en effet des nouvelles routes de navigation au niveau de l'Arctique. Donc tous les pays s'y préparent, on ne va pas jeter la pierre, mais il y a énormément de constructions de brise-glace qui sont en train d'être faites en ce moment. Ce n'est pas si simple en fait, le fait que la banquise disparaît, on a l'impression que ça nous posera moins de problèmes. Au contraire, moins de banquise dans l'Arctique veut dire plus de tempêtes, ça veut dire une plus grande amplitude des vagues. Quand la banquise est là, elle tamponne, elle temporise l'énergie des vagues. Donc, ça veut dire des tempêtes beaucoup plus violentes dans l'Arctique, des vagues, des amplitudes de vagues beaucoup plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de glace dans l'océan glacial arctique. Il y aura encore de la glace, sauf que cette glace, elle ne sera pas aussi molle que la banquise. Ce sera de la glace qui viendra directement du Groenland, de la calotte polaire du Groenland. Et là, c'est de la glace ultra dure. Et on sait très bien ce qui se passe lorsque des bateaux rencontrent de la glace de glacier. On a tous l'histoire du Titanic en tête. Voilà, la glace de glacier est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dure que la banquise. Donc, des brise-glaces face à la glace de glacier, ils n'ont aucune chance. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à faire passer des bateaux qui ne sont pas du tout des brise-glaces dans l'océan glacial arctique, avec des marchandises qui ne sont pas forcément bonnes pour l'environnement. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait capable, s'il y a une marée noire dans l'Arctique, d'aller la nettoyer. Et une marée noire qui affecte l'océan glacial arctique, c'est une marée noire qui affecte tous les océans de la planète. Parce que finalement, nous avons un océan sur Terre, tous les océans sont reliés entre eux. Donc, il faut vraiment réfléchir longuement à quel type d'activité on va mener en Arctique.
Et ce n'est pas seulement le transport de marchandises, là, il y a une grosse réflexion qui est faite sur l'exploitation minière des fonds sous-marins, qui sera facilitée par le manque de banquise. Et là aussi, on sait que ce ne sont pas forcément des décisions faciles à prendre, mais il n'y a aucun doute sur le fait que l'exploitation minière des fonds sous-marins va atomiser la santé de nos écosystèmes marins au niveau de l'Arctique. Bien. Merci donc à Heidi Sevestre, que j'ai pas eu le temps de présenter. Elle est glaciologue au Svalbard et au Spitsberg. À titre personnel, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre autant de mauvaises nouvelles dites avec un sourire aussi éclatant. Enfin, ça me trouble beaucoup. Et donc le sujet de cette table ronde, je l'ai pas précisé, c'est les glaciers des lanceurs d'alerte à protéger. Et on va donc poursuivre la discussion en deux temps. D'abord en donnant la parole à Delphine Six, qui est glaciologue, qui va nous expliquer finalement ce que sont les glaciers, ce qui leur arrive. Et ensuite à Jean-Baptiste Bosson, qui lui nous expliquera ce qui se passera quand les glaciers auront disparu. Donc c'est ambiance cet après-midi. Ouais. C'est quel bouton ? Studio ? Ok. Bonjour tout le monde. Alors on m'a demandé de faire très vite. Donc en fait au début j'avais une grande présentation, ensuite on m'a demandé de réduire. Je vais encore réduire au final pour voilà ce que je souhaitais aujourd'hui. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je suis professeur à l'université de Grenoble, glaciologue dans un laboratoire donc qui s'appelle l'Institut des géosciences de l'environnement. Et ce que je voulais montrer aujourd'hui, après je suis disponible pour des tas de questions, mais il me semble qu'il y a deux choses importantes dans mon travail aujourd'hui. Qui est de vous montrer que ces glaciers qui sont les icônes de nos montagnes, eh bien pour nous, ce sont des icônes du changement climatique en montagne. Donc voilà, vous expliquer pourquoi et ce qu'on fait sur ces glaciers. Et puis, je trouve que ce qui était intéressant, c'est de vous montrer à quel point le travail, en tout cas notre travail de scientifique, depuis une vingtaine d'années, en fait, on le voit énormément évoluer pour venir au service de la société. Et à travers un ou deux exemples très locaux, puisqu'on travaille beaucoup dans le bassin ici, vous montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et d'apporter comme solution, ou en tout cas comme prédiction aux élus. Et c'est à cette occasion d'ailleurs, en ayant présenté mes travaux au syndicat mixte des eaux du Miage au mois de septembre, que j'ai été invitée pour venir vous montrer. Je pense que M. Sadier parlait d'une exception française sur la gestion de l'eau, et moi je pense que la recherche française est aussi une exception. Ce que je tenais à dire d'important, et je vais passer très vite, mais c'est de voir à quel point aujourd'hui, dans un monde qui bouge énormément, eh bien on a un ministère, on a des établissements de recherche, notamment le CNRS, mais pas que, en fait, qui font en sorte de financer, et ça me semble vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent, de financer des mesures, toujours les mêmes. Depuis des années, des décennies, en fait, on a ces financements pour vraiment engranger de l'information et justement pas raconter tout et n'importe quoi. On a vraiment des vraies valeurs, des points qu'on rajoute d'année en année sur la courbe et qui nous permettent de parler de l'avenir des glaciers. Je vous ai juste montré un petit exemple. En haut, c'est voilà, on est raccordé à des réseaux d'observation mondiaux de suivi des glaciers. Donc en haut, c'est la courbe de l'évolution de l'ensemble des glaciers du monde, qui vous donne l'évolution de la masse des glaciers dans le monde. Beaucoup de rouge, comme vous le voyez, et de plus en plus. Et puis en bas, l'évolution depuis plus d'une centaine d'années d'un des glaciers qui est suivi depuis des décennies, l'une des plus longues séries de mesures au monde. Là aussi, c'est vraiment une exception française. Les Suisses ne sont pas mauvais aussi d'ailleurs dans ce domaine-là, qui vous montre que d'année en année, voilà, on perd de la masse. Le constat, on l'a fait beaucoup, on en a beaucoup parlé là, de toutes ces mauvaises nouvelles. Ceci dit, voilà, il est aussi mesurable ce constat, il est quantifiable, et donc il y a des données qui existent, qui sont enregistrées, qui sont disponibles, qui sont libres et gratuites d'accès. C'est aussi une des conditions voilà, qui nous sont imposées par nos tutelles comme le CNRS, et je trouve ça assez fantastique de produire de la donnée et de la distribuer pour pouvoir informer sur ce sujet. Je vais juste en fait vous montrer quelques exemples pour pas vous. Je vais juste remettre ça. Celle d'avant, si elle veut bien. Je vais aller très vite en fait. Elle veut pas. Ça veut pas remonter. Ah si. Juste vous dire pour aujourd'hui évidemment. Merci. J'ai pas mes lunettes. Les glaciers, vous le savez, et on a parlé du niveau des mers juste un petit peu avant, je pourrais y revenir si vous avez des questions plus précises. Ce qui concerne beaucoup dans nos vallées, c'est tout ce qui est risque naturel lié à ces glaciers, qu'ils soient des risques glaciaires ou hydroglaciaires, c'est-à-dire liés à la fois à l'eau et à la glace. Dans le bassin versant, je ne vais pas vous apprendre évidemment, enfin dans tout le bassin ou le massif du Mont Blanc, que Tête Rousse a été évidemment un des enjeux de suivi, et voilà, le laboratoire a été très impliqué
impliqués là-dessus. Cet été, évidemment, le glacier, enfin le fameux lac des Bossons sur lequel nous avons travaillé. On a travaillé sur le lac de Tignes. On travaille actuellement beaucoup sur la chute de sérac de Tacona, que vous connaissez bien aussi. Voilà, et actuellement aussi sur le glacier de Remgolette. Donc, en fait, depuis 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus voilà, d'enjeux, de lacs qui se forment à l'aval des glaciers, qui potentiellement peuvent provoquer des risques, de déstabilisation des chutes de sérac, typiquement celle de Tacona qui est aussi préoccupante avec le réchauffement de la glace. Et donc il y a vraiment un lien à la fois avec toutes les communautés de communes dans notre laboratoire, avec bien sûr les élus, avec les services de l'État comme le RTM, hein, le restauration de montagne, et le service de restauration de montagne, des terrains de montagne, pardon. Et donc c'est un vrai, je trouve c'est une vraie plus-value en fait de travailler ensemble, nous d'apporter l'expertise scientifique, de dire voilà comment peuvent évoluer par exemple la chute de sérac de Tacona et puis apporter des solutions qui sont ensuite déclinées localement. Et si on regarde un peu plus en tout cas sur ce qui est, donc ça c'est les risques, il y a autre chose que je voulais mentionner, dont on a parlé un petit peu et qui est le cœur de ces journées, c'est la ressource en eau, bien sûr, liée à ces glaciers. Et donc on a cette chance dans la vallée de Chamonix de suivre quelques-uns de vos beaux glaciers depuis Grenoble, hein, depuis des décennies, et notamment l'un des plus suivis après la mer de glace, c'est le glacier d'Argentière. Ceci dit, la série sur Argentière est plus longue même que sur la mer de glace. Et donc on travaille avec Émosson, bien sûr, et la société hydroélectrique Émosson, qui est très en demande de l'avenir de son glacier et de la quantité d'eau qui va transiter, notamment par les puits. Donc Argentière, c'était un cas qui était relativement facile parce que c'est un glacier qui est très bien connu. Et donc on a pu simuler, c'est la courbe de droite qui est présentée, les débits en fait liés au glacier d'Argentière. Donc juste cette fois-ci, Thierry a montré des courbes qui se passent à Sallanches, alors que là, on est vraiment en sortie du glacier, on est sous les puits qui sont captés par Émosson. Et donc, vous montrez, suivant, alors bien sûr, on peut le faire suivant différents scénarios climatiques, etc. Hein, tout cela, c'est très, très résumé ici. Mais vous montrez typiquement que pour un exploitant comme Émosson, ce qui est important de voir, c'est que Argentière, qui est un gros glacier encore du massif, eh bien lui, il n'a pas encore eu son pic d'eau. C'est-à-dire que dans les 20 prochaines années, hein, jusqu'en à peu près 2035, entre 2035 et 2045, l'eau de fonte du glacier d'Argentière va apporter plus d'eau sous le glacier d'Argentière, ce qui pose aussi problème, parce que les puits actuellement ne sont pas dimensionnés pour une telle quantité d'eau. Et puis ensuite, bien sûr, lié à la fonte et à la disparition de ce grand glacier, eh bien le captage pile sous le glacier d'Argentière, évidemment, le débit va extrêmement diminuer lié à la disparition des glaciers. Donc ça, c'est un des exemples voilà, qui permet, en tant que scientifique, d'apporter une vision, peut-être une aide, j'en sais rien, à un exploitant comme les Émossons. Et du coup, le deuxième exemple que je voulais présenter qui vous concerne encore plus, et voilà, on en avait beaucoup discuté avec Françoise et puis d'autres personnes qui étaient peut-être là quand je suis venue à Saint-Gervais présenter ces travaux-là. Donc le syndicat mixte des eaux du Miage, hein, dont l'eau de la consommation de Combloux dépend. Il n'y a pas que Combloux, mais entre autres, nous a demandé une étude effectivement sur l'avenir, notamment, donc vous savez que l'eau consommée est pompée dans une nappe hein, qui est dans le bassin versant du Miage, et donc l'idée c'était de savoir en fait quelle est la contribution actuelle des glaciers à cette nappe phréatique, et puis dans le futur évidemment, c'est lié à la disparition de ces glaciers, qu'est-ce que seront l'apport en eau dans cette nappe et les impacts sur la communauté, sur les communes et sur cette disponibilité en eau. Donc c'est tout un travail qu'on a mené sur un bassin versant qui n'est pas du tout documenté. C'était ça qui est très dur en fait sur ce bassin de Miage. Autant Argentière, on le connaît c'est très bien, autant ici on a très peu de mesures. Donc on a déployé grâce au SMEM qui nous a financé cette étude beaucoup de mesures. Et je vais juste passer, parce que je vais faire très vite, à cette diapositive-là, qui est dans le futur. Voilà. Actuellement, donc, les débits, hein, si on compte la pluie, si on compte la neige, la fonte de la neige et la fonte de la glace, actuellement, donc en bas du bassin versant de Miage, transite à peu près 25 à 27 millions de mètres cubes d'eau par an, qui ne vont pas beaucoup évoluer dans le futur. Ça, c'est un point voilà, qui est noté. Ce qu'on observe par contre, c'est qu'évidemment les petits glaciers de Miage à l'horizon de toute façon 2060
vont disparaître. C'est la petite courbe bleue en bas que vous voyez inexorablement, mais qu'actuellement, en fait, ils ne contribuent pas tant à ces glaciers, aux débits qui sont observés en bas, puisqu'actuellement, les débits liés aux glaciers, voilà, c'est uniquement 10% de ce qui entre dans la nappe. Le reste étant pour 45% la pluie, et puis pour 45% la fonte de la neige. Donc voilà, donc là, le volume, hein, actuellement, on a 2 millions de mètres cubes qui sont liés à la fonte annuelle des glaciers du Miage, qui entrent dans la nappe phréatique. Et qui va donc évidemment diminuer, quasiment se réduire. Et donc je vous montre un dernier exemple qui est un tout petit peu complexe peut-être à comprendre, mais qui a été dit déjà plusieurs fois. L'impact de ça, qui est plus de glaciers, on voit que ça diminue pas tant le débit annuel, mais en fait ce qu'on va observer, c'est effectivement cette saisonnalité. Et en fait, l'eau actuellement entrant dans la nappe va se mettre à diminuer, notamment sur les mois d'été, hein, qui dit plus de glace à fondre. Notre château d'eau, évidemment, la quantité d'eau en été va diminuer. Et puis la quantité de neige également, qui risque aussi de diminuer pas mal. Et puis cette fameuse, effectivement, limite pluie-neige qui va augmenter dans le futur, qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de précipitations en hiver, probablement, donc une alimentation de la nappe en hiver et au printemps, et beaucoup moins du coup en été, avec des usages du coup qui pourront être transformés. Voilà, j'ai essayé de faire très vite et je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour ces choses qui sont elles aussi assez inquiétantes. Et je donne la parole maintenant à Jean-Baptiste Bausson, qui est glaciologue et géomorphologue, et qui vient notamment de publier récemment un article dans la revue Nature, qui est une revue de référence pour les scientifiques. Et il va nous expliquer, je pense, de quoi parle cet article. Moi, j'avais quelques slides, je ne sais pas s'ils peuvent s'apparaître. Voilà, super. En fait, mon travail, c'est hyper complémentaire avec ce que vient de présenter Delphine sur en fait, les conséquences, un peu en dézoomant là-dessus. Je pense que pas que anthropocentré. Qu'est-ce qui se passe sur Terre avec le retrait glaciaire et quelles sont les conséquences globales pour les enjeux de la planète. Et donc, c'est un projet qu'on a développé qui s'appelle Ice and Life, dont je vais vous parler un tout petit peu après. Et en gros, l'idée, c'est de dire, regardez, le retrait glaciaire, il est déjà colossal. Juste avec ce 1,1 degré global qui est un peu plus gros en 2020. Mais voilà, regardez les conséquences écosystémiques paysagères, c'est que toute la bande centrale, c'est le paysage qui est juste en face de vous, là, sur le côté, hein, c'est le bassin de Bionasset dans le Mont Blanc. Au milieu, à la base, là, en 1850, 1820, il y a un immense glacier qui est Bionasset, qui est un des plus gros glaciers du massif du Mont Blanc. Et aujourd'hui, ben voilà, le glacier a déjà perdu une immense partie de son volume et de sa surface. Et regardez à l'aval, le corollaire de ça, c'est que se forment plein de nouveaux écosystèmes, des nouvelles forêts, des nouveaux lacs, des nouvelles zones humides qui sont hyper importantes. Alors en aucun cas, je suis en train de dire que c'est une bonne chose que les glaciers fondent. On a désespérément, enfin, ce qu'a dit Heidi, ce qu'a dit Delphine, ce qu'a dit Thierry tout à l'heure sur l'importance fonctionnelle des glaciers sur Terre, c'est colossal. Mais on essaye de montrer que regardez ces zones, si on les laisse le plus possible en haute naturalité, c'est-à-dire si on n'artificialise pas tout en un temps record, elles vont nous donner des solutions face aux défis actuels. Juste voilà, quelques chiffres. Ce 1 degré global, c'est un retrait glaciaire qui est colossal. Et pour un chiffre, c'est depuis les années 90, c'est 14 000 nouveaux lacs sur Terre dans les zones qui ont été désenglacées. Donc il ne faut pas être glaciologue si on fait une longue carrière académique. Par contre, être limnologue, c'est un métier d'avenir dans les régions de montagne. Et puis aussi océanographe, hein, parce que le niveau marin, quand il augmente, voilà, c'est 23 cm en plus. Hein. Partout, les traits de côte en fait, sont déjà en train d'être modifiés. Donc voilà, ce qui se passe ici a des conséquences globales et tout est lié. Un tout petit mot voilà, là-dessus. En fait, ce qu'on essaie de montrer dans ce projet, que j'ai développé notamment au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie avec plein de partenaires académiques, c'est que ces écosystèmes glaciaires d'abord, bon ça rejoint tout ce qui a été dit, ils ont un rôle, on dit que c'est comme des écosystèmes clés de voûte. Ils ont une importance fonctionnelle sur Terre qui est disproportionnée par rapport à ce qu'ils occupent sur Terre. En fait, ils sont fondamentaux pour réguler ou contribuer à réguler le climat, ça Thierry l'a très bien dit tout à l'heure. Évidemment, dans le cycle de l'eau, la régulation aussi du niveau marin. Regardez juste à l'Anthropocène, où, dans l'histoire récente de la planète, l'homme il a construit sur les traits de côte pour commercer. Donc si on perd ce régulateur que sont les glaciers qui stockent l'eau, là, la crise de migration climatique, on est au tout début de quelque chose de très fort.
Et puis évidemment, en tant que tel, c'est un habitat pour une biodiversité spécifique, un FEOD, les glaciers. Donc si on perd ça, on perd une biodiversité spécifique, mais aussi tous les cours d'eau glaciaires à l'aval. Et puis en influençant comme ça le climat, le cycle de l'eau, les océans, en fait les glaciers, la Terre, elle a une biodiversité et une vivabilité qui est quelque chose avec les glaciers, qui est complètement différente sans glaciers. Et ce qu'on essaie juste de montrer, c'est que rien ne remplace les glaciers. Je ne veux pas que vous partiez avec ce message de ma présentation, mais à défaut de glaciers, on pourrait dire ça comme ça, ces nouveaux écosystèmes, face à ces grands enjeux-là, eh ben, ils vont séquestrer du carbone. Si on laisse les sols, les forêts, dans les fjords, les planctons se développer, ça va séquestrer du carbone. À l'inverse, si on bétonise tout, il n'y a pas ce rôle de séquestration. Sur le cycle de l'eau, ces nouveaux lacs, ces nouvelles zones humides, ces nouveaux sols, ils purifient, ils stockent, ils redistribuent de l'eau. Demain, on a de l'eau, moins d'eau qu'avec les glaciers, mais on a de l'eau dans les territoires si on laisse ces zones en bon état écologique. Si ça ne devient pas un Disneyland en un temps record, ça on est très très fort en général. Et puis, évidemment, dans un contexte global de 6e extinction de masse, en fait, ce qui est en train d'émerger du retrait glaciaire, malheureusement, en fait, c'est des sanctuaires, c'est les refuges du vivant et de la biodiversité sur Terre. Donc, on a un rôle colossal à préserver tout ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé le projet qui s'appelle Ice and Life, avec beaucoup de partenaires académiques, privés, aujourd'hui publics. On discute avec l'État pour la suite du projet. Et en gros, l'idée, c'est de produire de la connaissance sur ce basculement écosystémique et ses conséquences sur la vivabilité de notre planète, du territoire à la planète entière. Partager évidemment ça. Et in fine, vraiment, le vrai but de ça, moi, c'est préserver nos glaciers et nos nouveaux écosystèmes qui se forment après le retrait glaciaire. Ce n'est pas un projet scientifique. Enfin, la science sert de socle pour, à la fin, des actions politiques, des actions territoriales, dont je vais vous donner un exemple après. Et ce qu'on a publié cet été dans Nature, c'est ça. C'est les modèles de mon ami suisse Matthias Huss, qui est aujourd'hui un des grands modélisateurs dans le monde en glaciologie. Et Matthias, il modélise assez bien. Ce que vous voyez, c'est le futur du glacier du Rhône, là, en fonction des prévisions du GIEC, en gros, la surface glaciaire future. Et jusqu'à maintenant, les grands articles scientifiques dans le monde, en fait, on discutait quel est le volume actuel des glaciers, quel sera le volume futur et quelle sera la conséquence de cette évolution sur les débits dans les rivières et sur le niveau marin. Pour la première fois, nous, on a pris un autre angle qui est quelles sont les surfaces glaciaires aujourd'hui occupées par les glaciers, quelles seront les surfaces glaciaires, donc d'un point de vue de la couverture écosystémique, si vous voulez. Et puis, Mathias, regardez ce qu'il modélise aussi, modélise la 3D sous-glaciaire. On arrive à anticiper à peu près, si vous voulez, les zones de futurs lacs, les zones qui seront les grands fjords du futur dans l'Arctique et autour de l'Antarctique, les zones où il y aura plutôt des forêts, plutôt favorables comme dans la vallée de Chamonix ou comme à Bionasset, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà ce qu'on a raconté dans cet article dans Nature. Dit autrement, c'est le premier voyage d'Homo sapiens dans 600 000 km² sur Terre qui sont couverts de glaciers. C'est la première fois qu'on modélise comme ça où seront les positions des glaciers dans le futur en questionnant cette entrée surfacique. Et qu'est-ce qui va succéder aux glaciers dans ces zones? Et juste l'ampleur colossale du dérèglement climatique qu'on est en train de cette expérimentation un peu débile dont parlait Thierry tout à l'heure, où on est en train de faire fondre la machine, voilà. On est en train de libérer des glaces, ou on va bientôt libérer des glaces qu'on n'a jamais connues. Nous, Sapiens, on est là depuis 250 000 ans sur Terre. On a toujours eu au minimum des glaciers un tout petit peu plus petits qu'aujourd'hui, mais pas beaucoup. On est en train d'enclencher quelque chose qui est totalement inédit dans l'histoire récente de la planète, avec l'émergence d'écosystèmes qui sont jamais apparus dans l'histoire récente de la Terre. Et nous, dans notre histoire, dans nos gènes, dans toute l'histoire de nos ancêtres, on n'a jamais connu ça. Donc il faut vraiment se dire qu'on rentre dans quelque chose de totalement nouveau dans cette histoire. Je ne vais pas aller en détail, on a modélisé comme ça le devenir de tous les glaciers du monde et des nouvelles surfaces qu'elle a émergé. Peut-être juste un chiffre à droite, regardez. Si par miracle on arrive à appliquer l'accord de Paris, donc malheureusement on a l'impression que la fenêtre se referme très vite et Thierry nous a bien montré qu'on se rapproche de la limite. C'est pas un sujet bénin tout ça, hein. C'est pas on a le choix, pas le choix, on remet ça dans 10 ans, dans 50 ans. C'est la vivabilité telle qu'on la connaît de la planète qui est en jeu, hein. Donc je pense que vous êtes aussi là pour ça aujourd'hui, c'est que ça vous intéresse et que ça questionne beaucoup. Mais si par miracle on arrive à appliquer l'accord de Paris, message clé numéro 1, on peut sauver une immense partie des masses de glace et des surfaces de glace sur Terre. Dans les Alpes, malheureusement, c'est déjà tard, et puis on va avoir les grands glaciers alpins qui vont continuer à fondre, mais au niveau global, les masses de l'Alaska, de l'Himalaya, enfin bref, les grandes masses, on peut les sauver si on met un coup de frein. Et ça, on l'entend pas assez, hein, je pense que c'est colossal, phénoménal, ou très important de le dire. Et à l'inverse, si on ne fait pas grand-chose, nous on montre que sur les 210 000 glaciers de la planète, on peut perdre la moitié de la surface d'ici à 2100. Donc là, c'est un basculement, mais complètement inédit en termes de vitesse et de ce qui va se passer. Et ce qui va émerger, c'est le chiffre que vous avez en bas, ce qui va émerger avec l'accord de Paris au minimum,
du retrait glaciaire, c'est la taille du Népal. Donc d'ici à 2100, en 80 ans, on crée un pays artificiellement avec plein de zones désenglacées qui a la taille du Népal. Et si on tourne fort sur le thermostat, c'est la taille de la Finlande. Donc vous voyez les tailles. Et quand je vous dis que c'est colossal et majeur sur la fonctionnalité de notre planète, ça l'est. Juste pour finir, c'est ça. En fait, je pense que c'est complémentaire de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On étudie, à gauche, c'est le système qu'on étudie, comment on passe au milieu des glaciers, à ces écosystèmes post-glaciaires, à ce qui succède aux glaciers. Je pense que Delphine montre très bien qu'il y a beaucoup de recherches jusqu'à maintenant sur la boîte rouge à droite, qui est l'approche anthropocentrée. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous, société humaine, sur l'hydroélectricité, sur les stations de ski, sur l'eau potable, etc. Nous, on essaie de dire, évidemment, c'est fondamental, ça, mais on ne peut pas prendre les décisions que sur ça. Il faut absolument ouvrir la boîte vers la gauche, qui est la boîte avec une vision bio-écocentrée, en gros en replaçant la nature et les grands enjeux des conditions de vie sur la planète. Donc quelle est la conséquence de tout ça sur le cycle de l'eau, sur le climat global, et puis sur la biodiversité, le vivant en général et la géodiversité. Typiquement, je vous ai dit qu'il y a 14 000 nouveaux lacs qui se sont formés depuis 1990 sur Terre. En temps réel, sont en train d'apparaître des lacs partout sur Terre avec le retrait glaciaire. Évidemment que certains sont dangereux et peut-être qu'il faut vidanger, mettre des digues, mais en aucun cas, les 14 000 sont dangereux. Je pense que c'est 1 à 5%. On va essayer de produire des datas là-dessus parce que je pense qu'il faut sortir d'une hystérie de la grande peur sur les montagnes, tout s'effondre. Non, en fait, ces lacs sont aussi... L'immense partie de ces lacs sont nos alliés demain pour atténuer ce qui se passe en amont. Ils vont servir de réservoir pour toutes les laves torrentielles futures. Donc, il faut, je pense, équilibrer un peu ces débats et on essaie de ça. Et juste pour finir, ce qu'on essaie de faire à droite, vraiment, et là, il y a une écoute actuelle, je vous en dirai un mot juste après, c'est comment on crée un cadre de préservation à tout ça. Donc, comment on dit que, évidemment, enjeu numéro 1, c'est atténuer le climat. Si on veut limiter le retrait glaciaire, c'est atténuer le climat. Pour ça, les glaciers, c'est juste nos meilleurs alliés. C'est pas pour rien qu'on a invité avec Delphine ou qu'on est souvent sollicité, c'est qu'on étudie un extraordinaire baromètre qui permet de comprendre. Mais au-delà de comprendre, les glaciers permettent de catalyser l'action. Un bon exemple de ça, moi, je suis moitié suisse. En Suisse, comme malheureusement en France, on ne respecte pas l'engagement climatique de Paris. Donc, on fait des grands engagements pour le futur qu'on ne respecte pas. En Suisse, on a voté une loi CO2 il y a 4 ans. Le monde économique a fait tellement peur, comme d'habitude, que les gens préfèrent voter, bon, on va faire du business as usual, puis les enfants, on fait des enfants, mais c'est eux on les laissera se démerder avec tout ça. En parallèle, donc on a perdu, on était désespérés en Suisse, comme on l'est en France ou ailleurs, hein, sur ces enjeux. Et on a lancé une initiative populaire sur les glaciers, où la seule question qu'on demandait au peuple suisse, c'était voulez-vous, oui ou non, sauver les glaciers de la Suisse ? Mais ce faisant, on demandait de mettre dans la Constitution l'accord de Paris et d'être carbone neutre en 2050. Le peuple suisse a voté oui pour ça. Donc vous voyez comment c'est nos meilleurs alliés, les glaciers aussi, pour catalyser une réaction collective. Le deuxième point, le A2, c'est la protection in situ. En fait, on dit évidemment, ce n'est pas ça qui va empêcher les glaciers de fondre. Par contre, si on met les glaciers en zone protégée, on empêche les pelleteuses sur les stations de ski comme à La Grave ou à Zermatt ou pour une Coupe du Monde de ski qui n'a même pas lieu. Je pense les glaciers n'ont pas besoin de ça et l'humanité n'a pas besoin de pelleteuses sur les glaciers en ce moment, je crois. En tout cas, c'est mon point personnel. Et puis, protéger ces zones, et je pense que c'est ça qui était aussi novateur dans ce qu'on dit, c'est préserver de manière préemptive, proactive les lacs, les forêts, les zones humides du futur. Si on attend qu'elles se forment, très vite arrivent les compagnies minières partout dans le monde, les domaines skiables. J'ai rien contre les domaines skiables existants, mais il convient de retrouver un équilibre de nature qui est vivable et durable, et on en est complètement sorti. Donc nous, on a proposé, et j'avais écrit ça dans la création de l'APHN du Mont Blanc. Donc maintenant, le Mont Blanc en face de vous, c'est protégé sous le statut d'arrêté de protection d'habitat naturel. Donc c'est l'État qui avait demandé comment on protège mieux la zone. Et on avait écrit ça, évidemment, mettre de la protection forte sur le Mont Blanc et ses environs, ce n'est pas ça qui va empêcher les glaciers de fondre. Par contre, c'est un coup d'avance dans la protection de la nature pour protéger les rivières, les lacs, les forêts du futur qui rendront le territoire vivable et durable. Et donc on dit ça, nous, il faut protéger les glaciers dans le monde de manière préemptive, proactive, pour protéger, j'espère, de grands glaciers demain qui seront dans ces zones, et protéger, si on n'a pas de grands glaciers, les extraordinairement utiles pour tous ces grands enjeux dont je vous ai dit qui sont sur la table. Et un mot pour finir, il y a une écoute politique aujourd'hui de tout ça, et il y a eu ça a été repris par Christophe Béchu, mais par le président Macron. La France, elle a, via sa stratégie nationale biodiversité 3, le troisième mouture du grand plan, si vous voulez, le grand plan stratégique pour préserver la biodiversité en France, qui est sorti il y a 1 mois et demi et qui a été présenté par Elisabeth Borne. Pour la première fois, l'État français se dote d'une mesure glacier qui est passée sous tous les radars, mais qui va être révolutionnaire ou pas.
si on a la force d'y arriver, l'État français s'engage d'ici à 2030 à mettre tous ces glaciers en protection forte. Ça, c'est unique au monde. Donc, la suite de ça, c'est de l'accompagnement, de l'émerveillement territorial. Ça peut marcher que si ça devient des projets territoriaux où on ne se dit pas que protéger la nature, c'est des deep écologistes ou des scientifiques comme moi qui nous l'imposent, ou Paris, ou je ne sais pas quoi, si c'est une fierté dans un territoire de préserver la nature, de préserver les glaciers et de donner à nos enfants et aux générations futures une terre qui est tout aussi vivable que celle qu'on a eue nous. Et ça, c'est fondamental. Donc, la stratégie nationale biodive-toi demande ça en France aujourd'hui, c'est en 2030, 100% de protection forte. On va vers des beaux dialogues dans les territoires. J'espère qu'ils seront constructifs et qu'on va y arriver tous ensemble. Et l'ONU a voté que l'année 2025 soit l'année internationale de la préservation des glaciers. Ce n'est pas pour rien, hein. Donc tous les agendas, tous les projecteurs sont là-dessus maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Baptiste, merci d'avoir dit tout cela de façon très vraie, et c'est pareil pour Delphine. Moi j'ai une question justement à propos de l'année 2025 qui sera l'année des glaciers, c'est une décision de l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez qu'il se passe? C'est-à-dire qu'on comprend l'urgence, on comprend même la gravité de la situation, tous les paramètres sont négatifs, toutes les prédictions sont alarmantes, et donc comment est-ce que vous comptez faire pour que vos messages percolent un peu plus dans l'opinion? Déjà, je pense que là, ça s'accélère vraiment sur cette thématique. L'ONU, c'est pas pour rien que c'est remonté. Je pense que la dégradation de la cryosphère globale en Asie centrale, ailleurs, il y a des tels enjeux économiques, humains, écosystémiques. On s'en fout un peu des écosystèmes quand on regarde l'agenda international, mais bref, il y a des tels enjeux plutôt économiques et humains que l'enjeu de la cryosphère est en train de monter tout en haut, et tant mieux. Le rêve, c'est qu'on soit beaucoup plus écouté. Je pense que ce discours, c'est complètement... après, on aurait pu dire la même chose, peut-être qu'on le dit d'une certaine manière depuis 40 ans, et que pour l'instant, ça commence à apprendre, mais ça ne prend pas très vite. Je pense que ça s'accélère vraiment. Moi, dans l'article de Nature cet été, qui est à ma connaissance, mais il y en a peut-être plein d'autres, mais je ne crois pas, dans ce type de revue, un des premiers grands articles sur la protection des glaciers, qui met sur la table le débat et qui propose quelque chose. J'ai proposé un rêve qui est probablement débile et impossible, mais je pense qu'on peut que sortir un peu de cette crise avec ce genre de choses. L'Antarctique est un traité international. L'Antarctique, c'est un condominium sans possession nationale, où on interdit les armes, on interdit la prospection minière et pétrolière. Regardez, hier, avant-hier, la Norvège, elle autorise le deep sea mining. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux grandes zones aujourd'hui complètement sauvages sur Terre, encore non dégradées, c'est les fonds marins. Hier, il y a des pays qui commencent à chercher à explorer les fonds marins et à tout détruire ce faisant. Et deuxième chose fondamentale, avant d'aller SpaceX, avant d'aller sur Mars, qu'on détruise tout ailleurs, deuxième chose fondamentale, peut-être, c'est les glaciers, ce qui est en train d'apparaître du retrait glaciaire. Les forêts que je vous ai montrées là, c'est des forêts primaires. On dit tout le temps qu'il n'y a plus de forêts primaires, il n'y a plus d'écosystèmes primaires en Europe, parce que les forêts qui sont nées là, elles sont jeunes, elles ont 30 ans, 50 ans, 120 ans pour les plus anciennes, c'est des écosystèmes primaires. Hyper important pour les grandes fonctionnalités de la planète. Et donc, moi, ce que j'en avais proposé, c'est est-ce qu'on calquerait pas un traité sur les glaciers en 2025, dans un rêve fou, comme on a le traité sur l'Antarctique, sur les zones aujourd'hui occupées par les glaciers, que l'humanité n'a jamais eu accès. Ça n'a pas été un terrain de jeu sur l'histoire pour construire l'humanité. On n'a pas compté sur les ressources là. Sur ces zones-là, est-ce qu'on sifflerait pas la fin de la récré pas pour le plaisir, juste pour laisser aux générations futures une terre qui est plutôt en bonne santé? Et donc on ne fait pas un traité des glaciers en 2025 qui est pas d'armes, pas d'exploration minière et pétrolière dans ces zones, et seulement des activités durables qui permettront à nos enfants de jouir d'une planète qui est vivable. Donc on a proposé ça, évidemment, ça a fait un flop total, mais voilà, moi si j'ai un rêve fou en 2025, c'est celui-là. Oui, alors moi je vais peut-être l'aborder par le côté scientifique. Je pense qu'on annonce beaucoup de choses, mais je ne sais pas si vous avez vu un ou deux chiffres, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes. Et en tant que scientifique, je pense aussi qu'il faut quand même continuer à mener des projets de recherche qui nous permettent de diminuer toutes ces incertitudes, parce que les réponses dont ont besoin les gens, qu'est-ce qui va se passer en 2050, en 2060, on ne peut pas dire à 25% ou 40% près, on ne sait pas trop. Donc je pense qu'il y a des vraies questions scientifiques quand même, et je pense que les réflexions autour notamment de l'Antarctique, du Groenland,
bon, on pourrait parler de la banquise et des glaciers, d'autres glaciers de montagne. Il y a encore beaucoup de choses à connaître. Et puis, voilà, moi, je suis convaincue aussi qu'il y a des messages auprès... Voilà, là, on se sent tous concernés. Moi, il m'est arrivé quand même de faire des conférences dans des milieux peut-être moins proches des montagnes ou avec des publics un petit peu différents et qui ont du mal, je crois encore, avec certains discours. Je pense aussi que nous, en tant que scientifiques, on a souvent été, peut-être pendant trop longtemps, un peu éloignés de ces discours. Donc je pense toujours, moi je suis hyper attachée à ce lien justement entre alors j'allais dire la société, le monde civil et puis la science. Il ne faut pas que ça soit coupé. Et donc il y a un vrai lien, un vrai continuum. Mais 2025 peut être aussi un vrai tremplin pour justement continuer à la fois à construire des projets ensemble qui répondent aux attentes l'un de l'autre et inversement faire passer des messages et faire passer auprès des plus jeunes essentiellement. Merci. Alors, au détriment de votre temps de parole, on a un peu rattrapé notre retard. Je propose qu'on annule les questions. J'en suis désolé. Mais on est disponible. Mais pour passer à la les table gens ronde après. suivante qui va être animée par Christian Jacquier, auquel je laisse la place. Merci à vous.